Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Bonjour, merci à Radio Galère d'accueillir la demi-heure radioactive animée par le collectif antinucléaire 13. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes indépendants de tout parti politique ou réseau institutionnalisé. La demi-heure radioactive a lieu les 2e et 4e mardis du mois à 14h en direct et vous pourrez également retrouver nos dernières émissions sur le site de Radio Galère. Considérant que nous sommes tous et toutes des cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes tous et toutes les victimes potentielles des catastrophes à venir, nous pensons qu'il est de notre devoir impératif de nous informer et d'agir. C'est ce que nous nous efforçons de faire ici. Aujourd'hui, pour animer l'émission, Isabelle, moi, Étienne nous a laissé des enregistrements et Valérie est coincée dans les embouteillages. Donc, on va commencer cette émission par un témoignage. Un Groudino, liquidateur, cité dans Le crime de Tchernobyl de Vladimir Tchertkov, publié chez Actes Sud en 2006. J'ai travaillé 2 fois à la centrale, une fois le 25 et une fois le 30 août. Avant la construction du sarcophage, on devait nettoyer le toit des gravats d'uranium et de graphite que l'explosion y avait entassés. Ils avaient bien essayé de le faire à l'aide de robots, mais ceux-ci n'avaient pas résisté aux radiations. Les instruments électroniques fondaient à l'intérieur. Les robots se bloquaient et restaient immobiles. Alors ils ont décidé d'envoyer des hommes. On y était allé en simple uniforme de soldat, le visage protégé par un masque de gaz et des lunettes de motocycliste. Puis j'ai travaillé sur le réacteur lui-même. Je devais nettoyer le toit de la salle des machines. Nous devions jeter l'uranium et le graphite du toit, parfois avec nos mains, parfois avec des pelles. La première fois, j'y suis resté 40 secondes. Dans ce laps de temps, tu dois arriver en courant là-haut, saisir une pelle si tu en trouves une, à portée de la main, et s'il n'y a pas de pelle, tu prends le morceau de graphite avec tes mains, et tu le jettes dans le réacteur, puis tu t'enfuis à toute vitesse. Une sirène se mettait en marche pour indiquer que ton temps s'était écoulé. Si je voyais un morceau par terre, je cherchais à l'attraper également, même si la sirène sonnait, puis je fonçais à toutes jambes en arrière. Quand j'y suis allé la 2e fois, la radioactivité était entre 800 et 900 roentgens par heure. Nous nous étions confectionnés nous-mêmes une sorte d'armure en découpant des morceaux à la hache dans des plaques de plomb pour essayer de nous protéger des radiations. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un témoignage d'un liquidateur après la catastrophe de Tchernobyl. Le 26 avril 1986, c'est-à-dire il y a 26 ans, le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl explosait. Je vais essayer de retracer le cours des événements. C'est un article que j'ai trouvé tout bêtement sur Wikipédia. La catastrophe de Tchernobyl est un accident nucléaire. J'aurai des choses à dire sur le mot accident un peu plus tard. La catastrophe de Tchernobyl est un accident nucléaire qui s'est produit le 26 avril 1986 dans la centrale Lénine située en Ukraine. Cet accident a conduit à la fusion du cœur d'un réacteur. Il s'agit du premier accident classé au niveau 7 sur l'échelle internationale des événements nucléaires. Nous parlerons de cette échelle un peu plus tard. Les causes de l'accident. Une expérience était prévue sur le réacteur numéro 4 pour tester l'alimentation électrique de secours qui permet au réacteur de fonctionner en toute sécurité pendant une panne de courant. Le test prévoyait que la puissance du réacteur soit située entre 700 et 1000 MW. Mais le responsable du régime du réacteur commet une erreur en insérant les barres de commande trop loin. Cela conduit à la chute de la puissance de sortie qui atteint 30 MW. Le 26 avril 86 à 1h19,
Pour stabiliser le débit d'eau arrivant dans les séparateurs de vapeur, la puissance des pompes est encore augmentée et dépasse la limite autorisée. Le système demande l'arrêt d'urgence. Les signaux sont bloqués, mais les opérateurs décident de continuer néanmoins l'essai. À 1h23, le contremaître de nuit déclenche l'arrêt d'urgence. Les barres de contrôle sont descendues sans grand effet. Des petites explosions se produisent, éjectant les barres, permettant le pilotage du réacteur. En 3 à 5 secondes, la puissance du réacteur centuple. Les 1200 tonnes de la dalle de béton recouvrant le réacteur sont projetées en l'air et retombent de biais sur le cœur de réacteur qui est fracturé par le choc. Un incendie très important, alimenté par des tonnes de graphite présents dans le cœur du réacteur, se déclare. Une fois l'incendie éteint, les techniciens de la centrale prennent conscience de l'étendue des dégâts provoqués par la retombée du toit sur le réacteur qui est désormais fissuré. Le graphite, toujours en combustion, mélangé au magma de combustible qui continue de réagir, dégage un nuage de fumée saturé de particules radioactives. Il faut donc au plus vite maîtriser le feu de graphite et faire face à la présence de débris hautement radioactifs projetés aux environs par l'explosion. La première opération est réalisée par des hélicoptères militaires de transport menés par plus de 1000 pilotes. Il s'agit de larguer dans le trou béant 5000 tonnes de sable, d'argile, de plomb, de bore, de borax et de dolomite, un mélange qui permettrait de stopper la réaction nucléaire et d'étouffer l'incendie. La mission est difficile car elle consiste à larguer les sacs à une hauteur de 200 mètres dans un trou de 10 mètres de diamètre environ, et ceci le plus vite possible, car malgré l'altitude, les personnes reçoivent des doses invraisemblables. C'est le 6 mai 1986, le fond du réacteur cédera d'un coup et que le cœur fondu en lave liquide s'écoule, puis définitivement solidifié 20 mètres plus bas dans les infrastructures, se retrouve dans une piscine qui, heureusement, avait été vidée. Dans les mois qui ont suivi, plusieurs centaines de milliers d'ouvriers, on parle de 800 000 environ, les liquidateurs, venus d'Ukraine, de Biélorussie, de Lettonie, de Lituanie et de Russie, arrivent sur le site pour procéder à des nettoyages du terrain environnant. Leur production individuelle contre les rayonnements est très faible, voire nulle. La décontamination était bien sûr illusoire dans la mesure où personne ne savait où transférer tous les déchets contaminés. En août 1986, les liquidateurs travaillaient dans une radioactivité si élevée qu'ils ne pouvaient rester sur place que quelques minutes, voire quelques secondes. De plus, des morceaux de graphite qui entouraient les barres de combustible du réacteur en avaient été expulsés lors de l'explosion et étaient éparpillés sur le toit de la centrale et à ses environs. Ces gravats hautement radioactifs ne pouvaient être récupérés par des êtres humains sans sacrifier leur santé. Dans de telles conditions, des robots téléguidés ont été choisis pour procéder au nettoyage. Mais la radioactivité était si élevée qu'ils tombaient en panne après quelques missions. La dernière solution était donc d'envoyer des hommes pour effectuer ce travail. Ces liquidateurs, par la suite appelés entre guillemets bio-robots, se relayaient à peu près toutes les 30 secondes. La solution qui fut retenue pour isoler le réacteur détruit est la construction d'une immense structure d'acier recouvrant les ruines du bâtiment du réacteur. La construction du désormais célèbre sarcophage de Tchernobyl s'est terminée en octobre 1986. Néanmoins, depuis des années, l'eau et la neige s'infiltrent dans ce sarcophage. Le béton a souffert de la radioactivité et la structure a été bâtie sur des fondations préexistantes ou sur des structures instables dont l'état n'est plus connu avec précision.
et est aujourd'hui invérifiable car non accessible à cause de la radioactivité des débris. En 1997, la communauté internationale jugeait qu'une intervention sur le site de Tchernobyl était nécessaire. Il s'agissait de stabiliser le sarcophage actuel et de préparer le site à la construction d'un nouveau sarcophage pour finalement le construire. Aujourd'hui, d'après un article paru dans Bâti Actu, aujourd'hui le chantier de nouvelle enceinte de confinement du réacteur détruit de Tchernobyl progresse. Une enveloppe métallique géante est en cours de construction par un consortium Vinci et Bouygues. Cette arche hermétique de 29 000 tonnes devrait être terminée en 2015 et durer au moins 100 ans. On estime le coût de cette opération à 1,5 milliard d'euros payés par les pays du G7 et l'Ukraine. Le plus grave est pourtant les conséquences, évidemment les conséquences sanitaires de cette catastrophe. D'après l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, et l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, le bilan présenté en 2005 fait état d'une 50aine de morts parmi les liquidateurs et jusqu'à 9000 décès, entre guillemets, potentiels au total, attribuables à la contamination radioactive. Pourtant, en janvier 2010, un recueil est paru, édité par l'Académie des sciences de New York, qui concerne la nature et l'étendue des dommages infligés aux êtres humains et à l'environnement. Les auteurs estiment que le nombre de décès à travers le monde attribuables aux retombées de l'accident entre 1986 et 2004 est de 985 000 morts. Un chiffre qui a encore augmenté depuis cette date. Et des 800 000 liquidateurs intervenus sur le site, 125 000 seraient morts. D'après un article écrit par Alison Katz, qui a été fonctionnaire international à l'Organisation mondiale de la santé pendant plus de 18 ans, c'est elle que je cite maintenant, pour les 20 premières années, les dépenses directes provoquées par la catastrophe pour les 3 pays les plus touchés dépassent 500 milliards de dollars. Donc, en résumé, le rejet d'un seul réacteur a provoqué une contamination 100 fois supérieure à la contamination due aux bombes lâchées sur Hiroshima et Nagasaki. Les retombées des nuages de Tchernobyl ont couvert des territoires où vivent au moins 3 milliards de personnes. Entre 1986 et 2004, on compte 985 000 décès. Sur 800 000 liquidateurs, 125 000 sont morts. Les dépenses directes, 500 milliards de dollars sur 20 ans. 100 000 personnes vivent dans des zones de contrôle permanent aujourd'hui. L'espérance de vie dans la région a diminué de 20 ans. Je vous conseille, si vous voulez en savoir plus sur la catastrophe de Tchernobyl, d'aller consulter le site Dissident Media que vous trouverez sur votre moteur de recherche, et puis aussi ne pas hésiter à aller lire une compilation de témoignages sur la catastrophe qui s'appelle La Supplication, compulsée par Svetlana Alexievitch, paru en 1997 dans la collection J'ai lu. Bien. C'en est fini pour l'anniversaire de Tchernobyl. Je voulais quand même, par rapport aux élections présidentielles, au vu des catastrophes successives et de l'ampleur de ces catastrophes, dire que pour moi, fermer les 2 réacteurs de Fessenheim
sous prétexte que ce sont les plus vieux en un quinquennat, pour moi, ça ne va pas être suffisant. D'autre part, il faut savoir que la centrale de Tchernobyl, que je ne vous dise pas de bêtises, avait été mise en service, était entrée en exploitation en décembre 83, c'est-à-dire qu'elle avait 3 ans. Bien. Valérie, toujours pas là. Alors, on va peut-être, du coup, passer à la chronique, enfin au billet d'humeur d'Étienne. Sur le vocabulaire utilisé par les autorités, par les nucléocrates, après les incidents, ce qu'ils appellent des incidents. Et comment on arrive avec ce vocabulaire à banaliser en fait ce qui se passe quand il y a des incidents, des accidents. Voilà, Valérie devait vous parler de ce qui s'est passé à Panly, mais on va quand même avancer sur la chronique d'Étienne. Ils appellent ça des incidents. Après l'affaire de Panly, je me suis interrogé. L'Institut de radioprotection et de sûreté du nucléaire parle d'une moyenne annuelle de 580 incidents déclarés par an dans les centrales, soit 1,6 par jour. Alors je suis allé chercher le résumé de ces incidents sur le site de l'autorité de sûreté nucléaire. En remontant le calendrier de l'actualité atomique en France, j'ai découvert que le monde nucléaire est riche en surprises, comme vous allez le voir, parce que ce n'est pas une industrie comme les autres. Voici les rapports d'enquête de l'autorité de sûreté du nucléaire qu'ils ont publiés sur leur site dans les 15 premiers jours d'avril. 5 avril, centrale nucléaire de Panly, arrêt automatique du réacteur numéro 2 et fuite au joint numéro 1 d'une pompe primaire. On en a déjà parlé. 21 juillet, centrale nucléaire de Gravelines. On découvre qu'il manque des soudures dans le système de refroidissement de secours du réacteur numéro 3. 7 mois plus tard, le 3 février, on vérifie les autres réacteurs et on s'aperçoit que c'est pareil sur le réacteur numéro 5. 5 mars, centrale nucléaire de Chooz. Au cours d'une opération de maintenance sur le réacteur numéro 2, l'alimentation électrique est coupée, ainsi que tout le matériel important de sûreté. Le délai maxi de cette coupure ne doit pas dépasser 12 heures. 12 heures où on croise les doigts, il ne se passe rien de grave. Mais l'armoire électrique a eu un court-circuit. Les règles en vigueur imposent de remettre le courant en moins d'1 heure. Eh bien, il leur a fallu une journée. 10 avril. Usine de fabrication de combustible nucléaire à Romans-sur-Isère. L'aspirateur chargé de récupérer les résidus d'uranium enrichi lors des opérations de maintenance n'avait pas été nettoyé alors que sa fiche le mentionnait qu'il était vide. Les autres équipes ont donc réutilisé cet aspirateur qui a accumulé une masse critique de matière radioactive au risque de créer un démarrage en chaîne d'une réaction nucléaire, rien que ça. 6 mars. Centrale nucléaire de Gravelines. Un des essais réalisés dans le cadre des contrôles avant de redémarrage du réacteur nécessite de rendre inopérant un des 2 ventilateurs permettant de mettre le bâtiment réacteur en dépression. Cette opération s'effectue normalement en utilisant un boîtier d'essai. Aucun boîtier n'étant disponible, les opérateurs en charge de l'essai décident de rendre le ventilateur inopérant en retirant les fusibles de l'armoire électrique. Ensuite, l'information n'a pas été transmise à l'équipe de quart suivante, chargée de terminer l'essai et de remettre l'installation en conformité, autrement dit en marche. On découvre le poteau rose 19 heures plus tard et on remplace les fusibles dardard. 20 janvier, centrale nucléaire de Gravelines. Un chantier de remplacement d'une porte anti-souffle est programmé dans un local équipé de détecteurs d'incendie. Afin de réaliser l'intervention, ceux-ci sont inhibés en accord avec les opérateurs de la salle de commande. Or, les intervenants quittent le chantier à 10h45 sans que les capteurs soient à nouveau opérationnels et sans prévenir personne. Sans nouvelles au moment de la pause de midi, la salle de commande envoie un agent sur place qui constate l'absence réelle des intervenants. Les détecteurs incendie sont réactivés à 12h52.
Voilà, je n'invente rien. Tous ces petits incidents de niveau 1 ont été à chaque fois classés sans conséquence. Heureusement! Mais jusqu'à quand? On va jouer à la roulette russe encore combien de temps? Le risque zéro n'existe pas, nous disent doctement ces pieds nickelés. Ah oui, on en est sacrément loin. Faut bien le reconnaître. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est ce mot incident. Alors moi, j'ai regardé dans le Larousse ce que ça voulait dire un incident. Alors un incident, c'est un fait, un événement de caractère secondaire, généralement fâcheux, c'est le moins qu'on puisse dire en ce qui concerne le nucléaire, qui survient au cours d'une action et peut en perturber le déroulement normal. Alors ces incidents, il y a une échelle de classement qui mesure la gravité, entre guillemets, parce que je mets des guillemets partout, parce qu'on ne sait plus quel mot utiliser pour ne pas tomber dans le vocabulaire et la langue de bois. Ça s'appelle l'échelle INES. C'est une échelle internationale. Et je vais vous lire ce que l'autorité de sûreté nucléaire française nous en décrit. Cette échelle internationale, utilisée depuis 1991, s'appuie à la fois sur des critères objectifs et des critères qualitatifs. Appliquée par 60 pays, elle est destinée à faciliter la perception par les médias et le public de l'importance des incidents et des accidents nucléaires. Alors, cette échelle va de 0 à 7. 7 étant l'accident majeur, on parle évidemment pas de catastrophe, on parle d'accident majeur, c'est-à-dire Tchernobyl et Fukushima. On ne peut pas savoir si Tchernobyl ou Fukushima, d'ailleurs, pourrait correspondre à une échelle, à un niveau 8 ou 9, puisqu'il n'y en a pas. Et ce qu'on considère comme un incident, c'est les anomalies, les dysfonctionnements de niveau 2. Et donc, un incident, c'est quelque chose qui n'a pas de répercussion à l'extérieur du site. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'il y a une contamination à l'intérieur des travailleurs, ce sera considéré comme un incident. Voilà, donc on en était à parler de... On va quand même revenir un petit peu sur ce qui s'est passé à la centrale de Penly. Penly est en Seine-Maritime, à 70 km de Rouen. C'est deux réacteurs de 1300 mégawatts. Et sur le site est prévu un projet d'EPR. L'enquête publique a été retardée parce qu'après Fukushima, quand même. Donc, en fait, le 5 avril, il s'est produit une fuite d'eau anormalement élevée sur un des joints de la pompe primaire, donc du circuit primaire, qui est en lien avec les barres de réacteurs. Alors évidemment, comme d'habitude, on nous explique qu'il n'y a pas eu de rejet, que tout ça n'est pas grave, qu'il n'y a eu aucune incidence ni sur l'environnement, ni sur rien du tout. Quand même, je voudrais qu'on écoute le témoignage de Bruno Charéron de la CRIRAD, qui revient sur cette soi-disant incident. Bruno Charéron, responsable du laboratoire de la CRIRAD, message enregistré jeudi soir, tard dans la soirée, en réaction à l'incident qui s'est passé sur la centrale nucléaire de Penly. Premier point, avoir un dysfonctionnement aussi grave sur une pompe de circuit primaire de réacteur nucléaire avec projection d'huile, perte d'huile, incendie, c'est quelque chose qui est potentiellement très important. En effet, il est vital de refroidir en permanence le cœur du réacteur nucléaire. Ce sont ces pompes qui le permettent. S'il y a un dysfonctionnement sur une pompe qui en plus conduit à une fuite importante, très importante de liquide radioactif via cette pompe, c'est potentiellement évidemment grave. Deuxièmement, la question est de savoir comment il est possible sur un réacteur nucléaire d'avoir fuite d'huile, semble-t-il, sur une pompe. Est-ce que c'est un problème de maintenance insuffisante, un problème de mauvaise fabrication? Ça pose évidemment des questions de sûreté.
Troisièmement, il faut penser toujours aux doses subies par les intervenants, les pompiers, les travailleurs de la centrale ou les travailleurs de maintenance qui sont intervenus pour éteindre cet incendie et qui interviendront encore pour en résoudre les conséquences. En effet, les combinaisons qu'ils peuvent porter peuvent les protéger contre la contamination, mais pas contre l'irradiation, qui est certainement importante dans cette zone, puisque l'eau du circuit primaire est radioactive, elle contient un certain nombre d'éléments radioactifs dissous, et donc cette eau qui a fui autour de la pompe dans le bâtiment réacteur émet des rayonnements. Quatrièmement, en ce qui concerne les conséquences sur l'environnement, il faut penser que cette fuite d'eau radioactive au niveau de la pompe primaire n'était pas négligeable en quantité, puisque EDF indiquait plus de 2 mètres cubes heure qui se serait progressivement stabilisé à 0,1 mètre cube heure avec la baisse de la pression et de la température dans le réacteur. Cette eau radioactive, nous indique EDF, est collectée heureusement dans des bacs de rétention spécifiques. La question est quelle est la capacité de ces bacs et combien de temps auraient-ils pu collecter ces fuites si elles avaient duré longtemps. Et puis, il faut penser que cette eau radioactive va devoir être retraitée et que, à partir de là, une partie sera rejetée très probablement en mer. Or, dans les éléments radioactifs contenus, le tritium n'est pas piégé par les systèmes de filtration et sera rejeté en mer. Cette eau radioactive contient également des gaz radioactifs dissous, le tritium, des gaz rares, des iodes. Il faudrait s'interroger sur les quantités qui sont présentes et là aussi sur le fait qu'en dégazant, cette eau va rejeter dans l'air, dans le bâtiment réacteur, ces substances radioactives et qu'une partie d'entre elles n'est pas filtrée par les dispositifs. C'est le cas du tritium, c'est le cas des gaz rares. Donc dire que l'impact sur l'environnement est totalement nul, c'est un peu rapide. Il faudra vérifier précisément quels sont les rejets. Y a-t-il une augmentation des rejets de la centrale nucléaire par rapport à son fonctionnement normal du fait de cet incident? Donc c'est une situation qui semble être maîtrisée par EDF. Le réacteur est en situation d'arrêt, la température et la pression baissent, la fuite de cette pompe a diminué. Donc ça, ce sont des bonnes nouvelles, mais ce n'est pas un incident qui doit être banalisé quant à son origine et aux conséquences potentielles de ce type de dysfonctionnement. Voilà, alors entre anomalie, incident grave, dysfonctionnement, en fait, tout ce vocabulaire a bien pour but d'entretenir la confusion dans l'esprit du public. Ça n'est, malgré le fait que cette échelle INES serve théoriquement à faciliter la perception par les médias et le public. Et tout ça, en fait, au nom de la transparence. Mais en fait, quand on est le commun des mortels, on n'y comprend plus rien. C'est grave, c'est pas grave. On mélange absolument tout. Donc, je préférerais vraiment qu'on parle de dysfonctionnement avant-coureur de la catastrophe, parce que la catastrophe nucléaire, c'est toujours la succession d'événements qui n'était évidemment ni prévu, ni même considéré comme probable. La prochaine émission aura lieu le 8 mai. Et je voulais signaler une petite info. Le projet ITER à Cadarache, le Parlement européen a accordé une rallonge de 500 millions d'euros, voilà, qui manquait pour le moment. 20%, alors c'est 45% du budget européen pour le budget pour l'Europe et 20% de ces 45% pour la France. Je voulais signaler, il y a une autre émission anti-nucléaire en France à la radio. On se sentait seuls. Voilà, il y a une émission qui s'appelle Les Sentiers Sauvages anti-nucléaires. Les deuxièmes vendredis du mois à 19h, c'est à Toulouse et on peut écouter ça sur canalsud.net.
Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais... Est-ce que je suis cynique et que je fête un joyeux anniversaire à tous les irradiés? Merci Rémi à la technique. À la prochaine fois.